Alors, on est en direct. Bonjour Clarisse. Bonjour Philippe, ça va bien? Comment vas-tu? Très très bien et toi? Ben, je vais très très bien, merci. Alors, on se retrouve pour une deuxième fois, hein. C'est la deuxième fois qu'on fait des lives ensemble. C'est ça. Là, on est déjà quasiment en train de terminer notre année 2023. J'ai hâte que tu nous parles. Quelle est l'économie aujourd'hui en France? C'est parce que bon, c'est sûr qu'on ne peut pas se mentir, il y a une récession qui se fait. Donc, j'ai hâte de voir comment vivent les entreprises, comment vivent le recrutement international face à cette crise qui est plus que internationale, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on va vraiment se consacrer sur les opportunités qu'ont les entreprises à aller recruter leurs compétences à l'international face à la pénurie de main-d'œuvre. Je sais qu'il y a toujours un taux de chômage, hein, tu me parlais tout à l'heure d'à peu près 8% actuellement en France, taux de chômage. Mais 8%, ça veut tout dire et rien dire parce que c'est pas parce qu'on a 8% de taux de chômage qu'on n'a pas des métiers sur lesquels on n'arrive pas à trouver, à recruter. Ce qui est le cas dans plein de pays, au Canada et au Québec en particulier aussi. On a des fois des taux de chômage dans certaines villes qui peuvent être un peu plus forts que dans d'autres. Alors c'est sûr que nous, le taux de chômage est quand même relativement faible, hein, 5-6%. Il y a même des villes avec moins de 2% malgré la crise économique, donc ce qui est quand même fort. Mais pour autant, bah, c'est parce qu'on ne trouve pas forcément les bonnes candidatures. Alors, aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses, hein. Tu vas nous apprendre plein de choses aujourd'hui, Clarisse. Donc, Ah, j'espère. Clarisse, toi, tu es avocate spécialisée en immigration au sein du cabinet Majorel Mobilité et tu es basée à Nantes, c'est ça? C'est ça. Alors, le cabinet s'appelle Majorel Avocat. On est à la base un cabinet spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale, conseil contentieux. On est effectivement implanté à Nantes, mais également à Paris. Il y a 3 ans, j'ai structuré un département qui s'appelle Majorel Mobility, qui est dédié à l'accompagnement des entreprises dans leurs projets de développement à l'international. Donc, l'envoi de salariés français en expatriation, en détachement à l'international, et dans l'autre sens, l'accueil des talents étrangers en France. Parfait. Et alors, je pense que dernièrement, en plus, bah, votre cabinet, vous avez été reconnu pour votre expertise. Alors, il y a une petite publication, de quoi on parle Oui, c'est ça. exactement? C'est ça, tout à fait. Bah, oui, on est régulièrement distingué comme d'autres de nos confrères, consoeurs en droit du travail de manière générale, mais également sur notre expertise en mobilité et en expatriation. Effectivement, dans le classement des décideurs, on était classé en forte notoriété. Donc, c'est une belle reconnaissance après 3 années d'activité dans ce secteur-là. Et c'est vrai que les projets sont divers et variés. On est également, nous, en train de recruter pour intégrer des nouveaux talents en janvier 2024 au sein du cabinet pour renforcer ce pôle. Et on conseille majoritairement des entreprises, donc des DRH, RRH, chargés de recrutement, responsables Compenben, mais également des investisseurs, des start-upers, des entreprises de travail temporaire, des choses comme ça, sur tous ces sujets, dès qu'il y a un lien avec l'international. Et alors donc, aujourd'hui là, on va rentrer dans le vif du sujet de notre rencontre. Oui, Aujourd'hui, recruter à l'international, alors on va essayer de retirer pas mal de tabous et peut-être d'idées préconçues. Mais, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, malgré qu'il y ait une certaine insécurité, on va parler d'une certaine crise, de ralentissement économique, utilisons le terme qu'on veut. Est-ce que toi, dans, les entreprises que tu accompagnes au recrutement international, ça te touche? oui, on sent qu'il y a que tous secteurs d'activité sont touchés, que quasiment tous les secteurs d'activité en ce moment se posent la question de recruter des salariés étrangers. C'est quelque chose qui est récurrent et qui touche de nouveaux acteurs du marché. Pour parler un peu de chiffres, donc c'est Oui. vrai que l'Observatoire français des conjonctures économiques tape sur un taux de chômage à 8% en 2023. Ça veut effectivement tout dire et rien dire. Après, on voit vraiment dans les médias français des articles tous les jours sur des entreprises qui peinent à recruter, qui se tournent vers l'international. Il y a le projet de loi immigration en ce moment qui est en cours de discussion devant l'Assemblée nationale, le Sénat, qui fait énormément de bruit parce que évidemment, ce sont des sujets éminemment politiques qui reflètent aussi l'état de notre société. Donc, il y a toute cette imbrication socio-économique, politique, juridique qui a du mal à se faire sur la thématique de l'immigration. D'une part, la France ne peut pas se passer des talents étrangers. Et d'autre part, cette immigration professionnelle, elle touche tout type
de main-d'œuvre étrangère. Ça peut être des profils très qualifiés comme des profils peu qualifiés dans des cadres extrêmement variés. Ça peut être du salariat, du détachement, des travailleurs temporaires, des courtes missions, des missions plus importantes, du détachement. Enfin, le corpus juridique est très dense. Et c'est vrai que pour les entreprises, naviguer dans toute cette réglementation française, européenne et internationale n'est pas forcément évident. Donc, on est là pour les accompagner sur ces sujets. Et si on peut parler un peu de secteur d'activité en particulier, Oui. vraiment, il y a de tout, hein, Philippe, mais ce qu'on voit en chiffres, hein, c'est qu'il y a environ un emploi sur 10 qui est occupé aujourd'hui par un immigré en France, c'est-à-dire une personne née à l'étranger. Il y aurait à peu près donc 3 millions d'emplois aujourd'hui actuellement occupés par des étrangers en France. Voilà, et on constate, a priori, d'ici fin 2023, les chiffres seront actualisés par la DARES, mais environ 400 000 postes non pourvus en France. Et évidemment, sur ces 400 000 postes-là, les entreprises se tournent vers l'international. Ouais, et puis en même temps, je comprends tout à fait ce que vit le marché français parce qu'en Amérique du Nord, c'est exactement la même chose, si ce n'est que nous, on a même une proportion qui est encore plus forte pour les années à venir parce qu'il y a, un vieillissement de la population. Donc, au-delà même d'une croissance économique, qui continue quand même malgré ce qu'on dit, d'avancer, malgré la période de crise actuelle, on sait qu'on va avoir besoin de main-d'œuvre et que cette main-d'œuvre-là, bah, il y a pas le choix. Je veux dire, il faut aller la recruter à l'extérieur. Alors, oui, à l'extérieur des différentes provinces du Canada, mais aussi à l'extérieur dans d'autres pays, comme vous le vivez aujourd'hui. Puis, j'ai hâte aussi que tout à l'heure tu nous parles du délai parce que, on sait qu'aujourd'hui les entreprises doivent être très réactives, je dirais même plus que ça, proactives, c'est-à-dire d'envisager, dans 6 mois, dans 1 an, les besoins qu'elles vont avoir parce que dès qu'on ouvre du recrutement en dehors de son pays ou puis en plus, toi, tu vas nous parler de la zone euro parce qu'il y a la France, mais il y a la zone euro qui est encore une sorte d'intermédiaire entre les autres. Bah, il faut que ça aille vite, quoi. Quand on a besoin de recruter. Puis on peut parler aujourd'hui le domaine de la santé qui est très touché par cette pénurie de main-d'œuvre. Tout ce qui est des préposés aux bénéficiaires, nous on le voit sur la plateforme MoveJob. On a énormément de gens qualifiés sur les préposés aux bénéficiaires qui arrivent de plein de pays avec des métiers qualifiés, donc de l'expérience et de la formation. On le voit pour des métiers manufacturiers, les soudeurs, les opérateurs. Oui, On le les voit sur super. des chauffeurs de camions. En fait, on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de mouvement de la population par rapport à des pays où il y a moins d'activité versus il y en a plus. Et moi, j'ai envie de poser tout de suite cette question. Comment, c'est quoi la démarche aujourd'hui des entreprises? Est-ce qu'elles vont commencer par rechercher en Europe, parce qu'on sait qu'il y a la libre circulation des biens et des personnes, ou est-ce qu'elles partent directement à l'international? Est-ce qu'elles font les deux? C'est quoi aujourd'hui une stratégie d'entreprise qui veut recruter ses futurs collaborateurs? Alors, ce qu'on note, la tendance majoritaire quand même, c'est que le recrutement se fait par secteur d'activité. Et donc, par exemple, sur des métiers de l'IT, les entreprises vont se retourner vers certains pays en particulier. Pour le BTP, ça va être d'autres pays. Voilà, sans divulguer quelque chose d'extraordinaire. Sur le secteur du BTP, on va plutôt recruter en Pologne, en Roumanie, voilà, dans l'Europe centrale et orientale, c'est la tendance. Après, on va rechercher des talents peut-être particuliers dans l'IT, plutôt aux États-Unis ou au Canada ou en Inde, ou voilà, parce qu'il y a des compétences qui se trouvent plus particulièrement dans ces pays-là, avec des formations plus nombreuses, plus qualifiées. Donc en fait, ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Et après, il y a une immigration, on va dire, un peu plus diffuse. Par exemple, pour les employés de maison, qui représentent quand même 38% de la part d'immigrés en France. Là, on voit des candidatures de tous les pays du monde. Voilà, donc il y a quelque chose qui est quand même assez important pour les entreprises, c'est de regarder les filières d'immigration les plus pertinentes selon leur business model, leur secteur d'activité. Et le fait est, parce que en même temps, on le comprend tout à fait. Tout à l'heure, tu prenais par exemple dans les technologies de l'information, l'Inde, par exemple. Mais est-ce que Oui. ces entreprises qui vont recruter des programmeurs ou autres en Inde, est-ce qu'ils Mhm. les recrutent pour qu'ils travaillent à distance ou est-ce qu'ils les recrutent pour qu'ils viennent s'installer? Eh ben, les deux. Les deux. Alors, là où on les accompagne plus particulièrement, c'est évidemment quand il y a une vraie immigration, donc un étranger qui vient s'installer en France de manière durable.
Ouais. Mais on a aussi des situations, oui, de travail, de télétravail à l'international ou d'embauche de salariés étrangers à l'étranger, avec ou sans d'ailleurs entité légale de créer spécifiquement à l'étranger. Donc, ça peut être du full remote, ça peut être des profils de consultants, voilà, encore une fois, les profils et les supports juridiques derrière sont très variés, donc c'est difficile de faire des généralités. Mais oui, ça arrive. Ça arrive. Et le télétravail international est une matière encore finalement peu encadrée dans C'est la ça. mesure où c'est une tendance qui vraiment a pris son essor à cause de la crise sanitaire du Covid, qui a quand même perduré à l'issue du pic, on va dire, de la crise sanitaire. Mais le corpus juridique existait préalablement à la crise sanitaire, ce qui fait qu'on a un corps de règles en droit du travail, sécurité sociale, fiscalité des entreprises et fiscalité personnelle des salariés qui n'a pas été conçu à l'origine pour traiter cette situation spécifique de télétravail à l'international. Donc, c'est encore un champ à part, je dirais. Mais oui, ça arrive. Ouais, parce que puis là, on sort un peu, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le télétravail, il est pas uniquement parce que je reste chez moi travailler, mais je peux aussi rester dans mon pays travailler. Oui, Mais, la structure, qui m'embauche n'a peut-être pas forcément, une entreprise légale dans ce pays-là. Donc, oui, comment on paye quelqu'un avec son salaire, ses charges dans un autre mm, pays? Qu'est-ce qui peut en bénéficier? La couverture? Oui, en plus, là, il y a vraiment des nouvelles choses je pense qu'il y a vraiment un monde à réinventer par rapport à ça. oui. Par rapport à des assurances. OK, parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler des différents statuts d'immigration? C'est-à-dire que moi, je suis une entreprise française, je veux, recruter, des soudeurs ou des préposés aux bénéficiaires ou des comptables. C'est quoi les différentes possibilités qui s'offrent à moi, si la personne est, européenne ou pas? Et puis, après on rentrera dans les délais parce que souvent les entreprises ce qui les intéresse, c'est: «OK, je trouve une ressource, mais je fais Oui. quoi après?» On va peut-être préciser qu'on parle là vraiment des salariés. Donc, Ouais, on ne va pas évoquer le cas des micro-entrepreneurs, des freelances, voilà, là, on parle vraiment de recrutement sous l'angle salariat ou détachement, on va dire. exact. On va peut-être commencer par la distinction entre des ressortissants de l'Union européenne et les autres, parce que c'est une distinction qui est évidemment fondamentale. Quand on est une entreprise française et qu'on souhaite recruter un étranger d'une nationalité de l'Union européenne, il y a quand même une plus grande flexibilité puisque les ressortissants de l'Union européenne ont, grâce au traité européen, la liberté de circuler, séjourner et travailler ou étudier sur le territoire des autres États membres. Donc là, il y a une liberté de circulation qui est évidemment importante. Et finalement, l'entreprise qui recrute en France n'a qu'une seule obligation, c'est de vérifier la carte d'identité ou le passeport pour s'assurer de la nationalité de son candidat et de procéder en fait à son embauche dans les mêmes conditions qu'un ressortissant français, donc de faire une déclaration préalable à l'emploi, lui faire un contrat de travail. Donc là, finalement, c'est assez simple. Ça concerne aussi la Suisse. Par contre, ça ne concerne plus le Royaume-Uni depuis le Brexit. Ouais. Voilà, Mmh. ça c'est encore quelque chose qui n'est pas forcément ancré dans les réflexes, mais une entreprise française qui souhaite recruter un salarié britannique, on tombe dans l'autre partie du corpus juridique, c'est pour les ressortissants tiers à l'Union européenne. Il faut évidemment se conformer aux règles qui sont fixées dans le CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, et dans le Code du travail. Et là, on rentre dans le vif du sujet, vraiment de comment recruter un salarié étranger en France. Et là, juste, parce que le point que tu abordes, c'est quelque chose auquel nous on oublie un peu, mais, ça veut dire Oui. qu'il y a des entreprises qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés avec des gens qu'ils avaient déjà dans leurs équipes, mais Mhm. dans lesquels il a fallu faire une demande d'immigration alors qu'ils travaillaient déjà pour eux. Comment ça s'est passé pour un Anglais, par exemple, qui travaillait pour une Oui. entreprise française? Du jour au lendemain, est-ce qu'il a fallu qu'on lui fasse un processus d'immigration? Non, pas dans oui, dans cette typologie-là, mais une procédure facilitée, parce qu'il y a eu quand même une période de transition OK, parfait. après le Brexit qui a permis aux Britanniques qui étaient déjà présents sur le territoire français depuis un certain temps et qui restaient dans la même configuration d'obtenir plus facilement un titre de séjour en France. Donc pour D'accord. cela, finalement, s'ils ont fait les démarches en temps utile, il n'y a pas eu trop de difficultés. C'est vraiment pour les nouvelles embauches ou la sollicitation nouvelle, par exemple, de prestataires de services britanniques pour des missions en France,
ou des entreprises britanniques qui détachent leurs salariés en France que la question s'est posée. J'ai eu le cas encore très récemment pour les sports d'hiver, par exemple. Il y a énormément de salariés britanniques détachés pendant la saison des sports d'hiver et qui arrivent en France en octobre pour repartir finalement en février-mars. Donc, ils sont quand même présents sur une longue durée sur le territoire français et ils sont soumis aux formalités d'immigration, d'obtention d'un visa de long séjour, d'une autorisation de travail, etc. Et les entreprises britanniques qui ont l'habitude finalement d'envoyer leurs salariés en France n'avaient pas forcément anticipé ce sujet-là et se sont retrouvés un petit peu au dernier moment acculés par les délais administratifs. Donc, oui, le Brexit a quand même pas mal chamboulé les flux migratoires entre ces deux pays-là. Oui. D'accord. Alors donc, rentrons dans le vif du sujet. On recrute quelqu'un à l'international et donc pas dans la zone euro. C'est quoi les... Ouais, Voilà. comment ça se passe? Oui, alors il y a deux grandes typologies. Il y a ce qui relève du salariat et ce qui relève du détachement. Le salariat, c'est la configuration dans laquelle une entreprise française va proposer un contrat de travail soumis au droit français à un étranger. Un CDI, un CDD par exemple, pour prendre les formes les plus classiques de contrat de travail en France. Donc une entreprise française propose un contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit français à un Américain. Cet Américain va devoir solliciter un visa de long séjour pour pouvoir venir et probablement, préalablement, une autorisation de travail. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est le détachement. Donc, dans le détachement de salariés étrangers en France, les salariés étrangers vont garder généralement leur contrat de travail étranger, vont rester affiliés au régime étranger de sécurité sociale de leur pays d'origine et vont être détachés pour une mission de plus ou moins longue durée en France. Et là, il y aura évidemment d'autres types finalement de visas de long séjour à obtenir et éventuellement une autorisation de travail aussi. Donc, on a vraiment ces deux grandes dichotomies, salariat ou détachement. Et dans le détachement, j'inclus par exemple le recours à des prestataires étrangers. La sous-traitance étrangère rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est par exemple, une entreprise française fait appel à un sous-traitant je ne sais pas moi, canadien, et il y a une procédure d'immigration particulière dans ce cadre-là. Pareil pour la mobilité intragroupe. C'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe international qu'on n'a pas de formalité d'immigration à respecter. Voilà. Elles peuvent être un peu facilitées, aménagées, mais tout de même, il y a également cette contrainte. Et dans le cadre du salariat, la procédure dépend de plein de critères. Les critères principaux, c'est évidemment la nationalité du candidat, son niveau d'études, le niveau de rémunération proposé, la typologie de poste et le secteur d'activité. Voilà. Et puis la situation familiale, évidemment, si ce candidat souhaite s'installer en France durablement, seul ou avec une famille. C'est vraiment les premières questions à se poser lorsqu'on anticipe un recrutement d'un salarié étranger. Alors, prenons deux exemples concrets, parce que c'est sûr que nous, la plateforme MoveJob, on a beaucoup de gens de l'international qui veulent venir travailler au Canada, mais au Québec en particulier. Mais on a aussi beaucoup de gens. Là, on le voit, hein, la destination sur la plateforme MoveJob, la deuxième destination des candidats, c'est la France. Et vraiment, depuis quelques mois, de plus en plus de gens sur la plateforme, dans tous les métiers, ont un projet de vie d'immigrer en France. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a aussi de plus en plus de Canadiens, Québécois, qui veulent aussi aller se faire une expérience en France. Donc, comme quoi, ça marche dans les deux sens. Hein. On dit toujours les Français veulent venir au Québec, mais on voit aussi qu'il y a des Canadiens qui veulent aller faire leur expérience en France. Je prends un exemple. Je suis un jeune professionnel, j'ai une trentaine d'années. Je veux aller m'installer en France. J'ai matché avec une entreprise. Donc, l'entreprise dit, bah, parfait, moi, je suis prêt à te prendre et à t'embaucher. Oui. C'est quoi le processus? C'est quoi les délais à peu près? Alors, le processus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun a sa part de travail, on va dire. Okay. L'entreprise et le salarié vont avoir des démarches à accomplir. Pour l'entreprise en particulier, c'est de solliciter en amont du recrutement une autorisation de travail lorsque c'est obligatoire de par la loi. Donc, il y a des exceptions, mais le principe quand même, ça reste de solliciter auprès de l'inspection du travail une autorisation de travail.
Donc ça, c'est la partie employeur. C'est l'entreprise qui doit faire cette demande. Est-ce Sur, qu'elle est, ouais. est-ce qu'il y a des contraintes par rapport à ça? Ou est-ce que, je sais pas moi, là on va garder notre Oui, exemple de soudeur et est-ce qu'une oui. entreprise française qui veut recruter un soudeur québécois, est-ce qu'il y a des contraintes, ou pas? Alors oui, il y a une contrainte donc dans cette configuration-là. Donc, la demande d'autorisation de travail, ça peut aller vite comme c'est un peu plus long, tout simplement parce que dans la plupart des professions, il y a ce qu'on appelle l'opposabilité de la situation de l'emploi. C'est-à-dire qu'une entreprise française doit justifier du recrutement d'un étranger plutôt que d'un Français. Bien sûr. Voilà, donc le principe, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle publie pendant 3 semaines une offre d'emploi sur Pôle emploi ou sur l'APEC, par exemple. Donc, bah, voilà, on est une entreprise basée à Nantes, on recherche un soudeur en CDI à temps plein avec tel niveau de rémunération. L'annonce reste comme ça pendant 3 semaines. L'entreprise va recevoir des candidatures. Et évidemment, le candidat qu'elle aura identifié en amont, qui est canadien, par exemple, va lui aussi candidater officiellement au poste. À la fin des 3 semaines, on clôture l'offre. L'entreprise regarde les CV reçus et fait un joli courrier en expliquant pourquoi le candidat canadien a les qualifications, l'expérience professionnelle, en tout cas le meilleur CV par rapport à l'ensemble des candidatures reçues et pourquoi c'est ce candidat que l'entreprise française souhaite recruter. Et ensuite seulement, on peut faire le dépôt de la demande d'autorisation de travail en ligne. Et à partir de ce moment-là, les services d'instruction des demandes ont jusqu'à 2 mois pour répondre. Donc, si on fait déjà le calcul, on a déjà 3 semaines de diffusion de l'offre d'emploi. Oui. Et ensuite, on a jusqu'à 2 mois de traitement de la demande d'autorisation de travail. Alors, parfois, certains centres de traitement vont un peu plus vite et répondent en quelques jours, en 2 semaines. En moyenne, c'est entre 2 et 5 semaines quand même, je dirais. Donc c'est quand Voilà. même rapide. C'est rapide. Voilà. Il peut y avoir quelques allers-retours, c'est-à-dire que les instructeurs nous demandent parfois des documents complémentaires, posent des questions, challenge un petit peu finalement l'adéquation entre le poste et le candidat retenu. Mais généralement, ça se passe bien. Il y a très peu de refus quand on prépare le dossier sérieusement. Voilà. Donc, on arrive à l'expiration quand même de ces déjà 2 mois et demi de procédure. On a notre autorisation de travail. Et là, on passe la main au candidat qui, lui, de son côté, va faire sa demande de visa de long séjour, motif salarié, pour venir en France. Voilà. Donc là, c'est le salarié Et qui cette fait la demande. ouais, c'est cette demande, elle se fait où pour le salarié? Elle se, elle se fait en ligne sur un site qui s'appelle France Visa. Euh, donc, le salarié dépose sa demande. Généralement, d'ailleurs, on le fait à sa place quand on est mandaté par l'entreprise. Il dépose sa demande de visa. Il y a toute une liste de documents à fournir qui lui est adressée. Donc, on prépare généralement en amont, en lien avec l'employeur. Et ensuite, le salarié peut prendre un rendez-vous physique, soit à l'ambassade, soit au consulat, soit dans un centre de traitement des demandes de visa qui est le plus proche de son domicile, généralement. Et il va à ce rendez-vous avec son passeport, tous les documents qui sont requis et qui ont été demandés. Et quelques jours après, normalement, il obtient son visa et il peut venir travailler en France. Oui, c'est quand même Voilà. très rapide. Alors, et c'est sûr que moi, il y a une question qui me vient tout de suite, parce que bon, je comprends que 3 mois, ça peut paraître long, mais en fait, quand on cherche un professionnel, c'est pas si long Oui. que ça, en fait, d'avoir quelqu'un qualifié qui Oui, arrive. généralement, c'est la durée d'un préavis pour un salarié français. Donc, voilà. Exact. Donc, j'allais dire, on est dans la même cour. Donc là, on a trouvé, mais, est-ce que, là, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple et j'ai fait exprès de dire quelqu'un qui a une trentaine d'années. Est-ce que si la personne elle a 45 ans, c'est la même chose? Ou est-ce que c'est parce qu'elle est plus jeune que ça va plus vite? Alors non, le critère de l'âge n'est pas le critère principal. Je suis d'accord avec toi qu'il y a un dispositif qui existe également au Canada, qui s'appelle le dispositif des jeunes professionnels, Exact. qui est ouvert, Tu me comme voyais son venir. voilà, c'est ça, plutôt dans la tranche d'âge 18 ans, 30 ans, mais qui ne permet un recrutement qu'en CDD en France. Donc, pour une durée maximum de 18 mois, enfin, modulo quelques accords particuliers avec passés entre la France et certains pays. Donc, on est plutôt sur des missions de courte durée avec un dispositif conçu pour des jeunes pros, mais qui vont retourner ensuite dans leur pays d'origine. Donc, ça existe. Mais ce n'est pas forcément d'ailleurs le dispositif le plus utilisé, pour être honnête.
Ah, c'est marrant parce que nous, c'est un des dispositifs très utilisés par les entreprises canadiennes ou québécoises Oui, pour faire venir des gens de l'international, surtout avec les pays avec lesquels on a un accord. oui. Ça permet d'aller vite et encore quand je dis vite, on est à peu près dans les mêmes délais, à peu près 3 mois. Mais je Oui. comprends qu'en France, une entreprise match avec un candidat, on reste au Québec, qui a 36 ans parce que souvent c'est entre, Mhm. 18 et 35. Donc 36 ans, procédure, délai, même chose, et en fait, il peut arriver après, allez 3 mois et demi, avec un visa pour un CDI, donc un contrat à durée indéterminée et il va falloir Voilà. qu'il renouvelle son visa tous les combien? Alors, le visa, dans ce cadre-là, il est délivré pour une durée d'un an, généralement, hein, quand on est sur ce type de visa de long séjour salarié dans le cadre d'un CDI. Quelques mois avant l'expiration de cette première année, voilà, de cette première année sur le territoire français, le salarié va pouvoir demander un titre de séjour. Donc là, il va se rapprocher de la préfecture de son lieu de domicile et demander finalement à convertir, hein, si tu veux, son visa en titre de séjour. Donc, ce sera un titre de séjour salarié, puisque c'est le motif qui a Mmh. permis son entrée sur le territoire français. Évidemment, ça reste aussi l'entreprise doit également surveiller que le salarié procède bien à cette démarche d'obtention d'un titre de séjour et ultérieurement à son renouvellement. Il y a toujours quand même ce binôme, hein, salarié-employeur. Les deux sont finalement un peu co-responsables de la compliance en matière de droit de l'immigration. Et alors là, je te pose une question parce que, est-ce que le salarié, le nouveau salarié qui vient d'arriver en France, qui travaille pour une entreprise, est-ce qu'il est, tenu de rester dans cette entreprise? Est-ce qu'il y a une obligation de 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il a tu sais, tu connais le terme, hein, en Amérique du Nord, on appelle ça un visa fermé, donc pendant 2 3 ans, il est obligé de rester pour l'entreprise. Est-ce que c'est la même chose en France ou pas du tout? Non, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Il y a encore quelques années, il y avait pour un certain type de visa, de titre de séjour, cette possibilité donc oui, de retenir finalement le candidat pendant 2 ans au sein de l'entreprise. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'en théorie, le candidat qui a obtenu son visa de long séjour salarié pour l'entreprise X peut démissionner et rester en toute légalité sur le territoire français pour postuler à un emploi dans l'entreprise Y. OK. Là, quand même, le petit bémol, c'est que s'il sollicite un nouveau contrat dans une autre entreprise, cette nouvelle entreprise, quand elle devra faire également la démarche d'obtenir une autorisation de travail, donc il y a une formalité tout de même à accomplir pour la nouvelle entreprise, et également s'assurer que le visa qui a été délivré en premier lieu permet l'exercice de la nouvelle activité dans l'entreprise Y. Je m'explique. Si Ouais. un candidat est venu en France avec un visa de long séjour en tant que travailleur temporaire, par exemple embauché dans le cadre d'un CDD, Mmh. cette personne démissionne au bout d'un mois, hop, il a trouvé un super poste dans une autre entreprise et souhaite la rejoindre. Sauf que la nouvelle entreprise lui propose un CDI. Et bien là, en tant que tel, il faut qu'il demande un changement de statut puisqu'il va plus être salarié travailleur temporaire, mais salarié en CDI. Donc finalement, certes, il y a une possibilité, enfin la loi n'impose pas à un candidat de rester dans l'entreprise pendant 1 année, 2 années, 3 années. Néanmoins, les formalités ne sont pas, enfin voilà, il reste des formalités à accomplir si un candidat veut changer d'entreprise. Ce n'est pas neutre, c'est pas si facile que ça. Et est-ce que c'est comme en Amérique du Nord? Est-ce que, par exemple, les gens qui viennent travailler en France, s'installer en France, sont avec un visa là, je comprends, mais un visa aussi, de métier? C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive, au Québec, il vient avec un visa de soudeur, bah, il peut pas être comptable. Bon, c'est un peu extrême ce que je dis, mais globalement, il Oui. peut pas changer d'activité. Non, là, c'est différent. Il n'y a pas le métier qui est renseigné, hein, sur le titre de séjour ou sur le visa d'ailleurs. Par contre, quand une entreprise formule une autorisation de travail, elle le fait pour vraiment un candidat sur un poste avec une classification, un niveau de salaire, une convention collective applicable. Donc, on est vraiment sur un niveau de détail assez important. C'est-à-dire que si ultérieurement le salarié est muté dans une autre filiale du groupe sur un autre poste, il faut refaire une demande d'autorisation de travail pour refléter ce changement. Mmh, d'accord. Donc, c'est quand même Mais quand assez. même.
Voilà. Je comprends que c'est bien organisé, c'est structuré, mais en fait, c'est quand même assez facile, quand on voit certaines entreprises en France qui Oui, vivent vraiment une difficulté. Je pense, au parce que, dernièrement, j'étais avec une organisation qui parlait de préposés aux bénéficiaires oui. dans les maisons de retraite et autres, et qui ont un mal fou à recruter, alors que, on sait qu'il y a des candidats et des candidats qualifiés avec de l'expérience qui sont prêts à immigrer. En fait, c'est pas si compliqué que ça, en fait, hein. Je veux dire, Non, le maître heu mot, c'est d'anticiper. C'est vraiment l'anticipation qui permet de fluidifier la procédure. Et puis, il y a des entreprises, comme tu le disais, qui sont en recrutement permanent sur ce type de profil et qui ont pris le pli et qui diffusent en permanence des offres d'emploi, qui maîtrisent, qui, en fait, ont identifié un schéma de recrutement à l'international en particulier et qui l'ont bien rodé. Et finalement, après, ça devient un automatisme. Ce qui est plus compliqué, c'est quand des entreprises recrutent des profils très variés, en CDD, en CDI, de plein de nationalités différentes, avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, où il y a des accords un peu particuliers avec la France, des choses comme ça. Là, effectivement, ça demande un suivi RH beaucoup plus important. Mais pour d'autres secteurs d'activité, dans le BTP, par exemple, finalement, il y a une habitude et je vois que les DRH et RRH maîtrisent au fil du temps le sujet et ne font plus appel à nous qu'en cas de pépin, finalement. Mmh. Puis je te rejoins parce que de plus en plus, on voit des entreprises qui ont commencé une première fois de dire: «On se lance dans le recrutement international» parce que, difficile de recruter, difficile de fidéliser aussi, surenchère des salaires et autres, et d'un seul coup, ils commencent à se dire: «Bah, là, en fait, on a recruté quelqu'un, ça se passe très bien, bonne intégration, la personne est arrivée, était compétente». Puis là, bah, en fait, ils ont pris avec la plateforme une sorte d'habitude, ils reçoivent des candidatures. Alors c'est sûr qu'il y a des métiers où c'est un peu plus difficile parce que, là, par exemple, on recrute pour des entreprises, des candidats, et candidates, des mécaniciens d'engins de chantier, par exemple, avec des expertises. Bah, c'est sûr que les entreprises vont peut-être pas recevoir 10 CV par jour, mais si elles reçoivent une candidature aux 2-3 jours, bah, elles ont une sorte de programme d'intégration sur du long terme. Elles se disent plus on va combler uniquement sur du court terme. On a des belles candidatures, on se fait accompagner par, comme vous, par des cabinets, notre dossier, puis la personne arrive dans 3 mois, puis dans 6 mois, il y en a un autre, dans 4 mois, il y en a un autre. Et en fait, il y a une sorte d'intégration qui se fait. Et ces entreprises-là, bah, en fait, ont quasiment plus de problème de recrutement de gens Exactement, qualifiés parce qu'elles ont anticipé. Mmh. c'est ça. Et il y a un autre type de visa et type de séjour dont on n'a pas parlé, mais je pense que c'est important de le mentionner. Ça s'appelle le passeport talent. Le passeport talent, c'est un dispositif très intéressant puisqu'il combine le titre de séjour et l'autorisation de travail. Donc, il n'y a pas Oh, besoin. OK. Donc, on oublie cette formalité 3 semaines Pôle emploi plus autorisation de travail à faire par l'employeur. Là, le candidat, s'il remplit les critères du passeport talent, peut directement déposer sa demande de visa de long séjour pour ce motif passeport talent et rejoindre la France et commencer à travailler à son arrivée. Donc là, si tous les documents sont prêts, ça peut aller très vite. En 15 jours, 3 semaines, c'est fait. Waouh! Évidemment, Et alors, voilà. c'est quoi ces profils alors? Parce que j'imagine que Ah, tout bah le oui. monde peut pas. Alors, comme son nom l'indique, passeport talent, ce sont plutôt pour des candidats très qualifiés. Donc, pour les salariés, en fait, il y a 7 ou 8 différents types de passeports talent. Il y en a pour les professions artistiques, culturelles, de renommée internationale, les investisseurs, les chefs d'entreprise, les artisans, les professions libérales. Mais il y en a deux très importants pour les salariés. Le passeport talent salarié qualifié et le passeport talent salarié très qualifié qu'on appelle aussi carte bleue européenne. Et là, les critères principaux, c'est la rémunération et les diplômes. Donc, à partir du moment où, par exemple, on est dans le cadre de candidats qui ont un master à l'étranger avec un niveau de rémunération important, on peut se dire, tiens, passeport talent, peut-être. Ou alors, si on a un candidat qui a un bon niveau de diplôme obtenu en France et également un niveau de rémunération assez important, on peut se dire passeport talent, salarié qualifié. Donc, c'est une typologie de visa de long séjour / titre de résidence qui est vraiment très intéressante. Il n'y a pas de critère de maîtrise de la langue française, par exemple. Il y a pas de... C'est un titre qui permet aussi de se déplacer dans l'espace Schengen. C'est un titre qui permet aussi de faire venir sa famille plus facilement dans le cadre d'un passeport talent famille accompagnante. Contrairement à d'autres visas plus classiques qui ne permettent pas d'embarquer automatiquement la famille avec soi.
Ah ça, c'est un point qui est important. Puis j'imagine que toi, quand tu accompagnes les entreprises, c'est de leur dire: «Attention, là, le candidat que vous allez Oui, recruter est marié à 2 enfants. Le c'est ça. type de visa qu'on lui propose, va peut-être pas forcément lui permettre de le faire tout de suite, quoi». Oui, pour qu'un recrutement soit efficace et soit un succès, hein, pour pas qu'il y ait de rupture de Exact. période d'essai, de démission dans les premiers mois. Il faut vraiment prendre en considération la famille la famille du candidat et vraiment avoir un accompagnement RH global. Finalement, tout ça rentre en ligne de compte dans le cadre aussi d'une négociation salariale, de l'onboarding des talents finalement, et de la marque Exactement. employeur d'une entreprise, qui a quand même un sujet en France très à la mode, hein, la marque employeur, on en parle tout le temps. Le recrutement, la bonne gestion des recrutements des talents internationaux rentre là-dedans. Puis, je te rassure que, en Amérique du Nord, c'est exactement la même chose. La marque employeur, le marketing RH, toutes ces Et ben voilà, pratiques c'est ça. sont très, très, très développées. Pourquoi? Parce que, recruter, c'est long, ça coûte cher, et en fait, de plus en plus, les entreprises sont capables de mesurer le coût réel du roulement de personnel, le turnover, comme c'est appelé en Mmh. France, et c'est plus uniquement un pourcentage, mais des chiffres, des dollars ou des euros. Et quand on dit qu'on a un taux de roulement à 12%, bon, bah, OK, c'est 12%. Mais quand on dit que ça coûte X milliers de dollars par année, là, on commence à toucher Mmh. des points sensibles qui sont les finances. Donc, je comprends que les entreprises fassent très attention. Et puis, on le voit, ça ne fera que s'améliorer dans les prochaines années parce que nous, on le dit, hein, pour MoveJob, on remercie tous les jours la pénurie de main-d'œuvre au niveau international. Pourquoi? Parce que grâce à cette pénurie de main-d'œuvre, les entreprises deviennent de plus en plus humaines, de plus en plus responsables. Il y a vraiment des bonnes pratiques qui sont mises en place. Parce que, bah, avant, on pouvait dire, et puis on l'a entendu, hein, bah, si tu pas content, il y en a 10 qui attendent ton job. Aujourd'hui, Mmh. c'est plus possible dans plein de métiers. Si tu t'en Mmh. vas, ça va être difficile pour l'entreprise. Donc oui, il y a une sensibilité de plus en plus forte dans les organisations. Ouais. On parlait argent, c'est important. Nous, c'est vrai que sur la plateforme MoveJob, les gens nous disent mais combien ça coûte? Nous, on le dit toujours, hein, c'est 4 500 dollars canadiens, donc à peu près 3 000 € pour un abonnement pendant une année, avec un nombre de matchs garantis, avec des connexions. Donc, l'entreprise peut recruter 4, 5, 6, 10 personnes si elle le souhaite via la plateforme. Mais souvent, ils vont dire bon, parfait, j'ai recruté 4, 5 personnes via la plateforme sur les 12 derniers mois, donc ce qui est parfait quand je ramène le coût de la plateforme au recrutement. Mais ça coûte combien des frais? Par exemple, les frais de ton cabinet pour faire venir, gardons l'exemple de notre Canadien qui viendra en France, ça coûte combien? Alors, la plupart, hein, des entreprises qui évoluent dans ce secteur-là proposent des forfaits d'accompagnement. Nous également, en tant qu'avocats, on propose des forfaits qui sont capés en fait en fonction de la typologie de visa. Donc, on va proposer pour l'accompagnement visa court séjour / visa de long séjour des forfaits qui sont différents. Idem pour des passeports talents qui ne nécessitent pas de faire une autorisation de travail. Ça va aller un peu plus vite. Donc, en fait, on est dans des tranches entre 500 et 2 000 € pour les dossiers les plus compliqués. Voilà. Et toujours en gardant en tête que comme nous sommes un cabinet d'avocats spécialisé quand même en droit du travail, RH, sécurité sociale, immigration, on a la possibilité, on a cette casquette, on va dire 360 degrés. On conseille l'entreprise également sur la manière de rédiger le contrat de travail, sur le suivi, par exemple, la rémunération à proposer aux salariés en conformité avec la convention collective, des points d'intention finalement qui débordent un petit peu du strict cadre de l'obtention de l'autorisation de travail et du visa, ce qui est toujours utile, ou tout simplement des questions liées à la sécurité sociale. Ah et donc ça c'est sûr que c'est un accompagnement qui est assez complet, et je pense que c'est un plus pour les entreprises parce que se dire: «OK, je recrute, mais qu'est-ce qui fait que l'employé ou Oui, qui va arriver va être, heureux? Comment on va le fidéliser?» oui. S'assurer qu'on respecte des normes aussi là, donc ça c'est important, quoi. Aussi que l'entreprise française a également une taxe à verser à l'État lors du premier recrutement d'un salarié étranger. Donc, le cas de notre soudeur canadien qui rejoint pour la première fois une entreprise en France, cette entreprise devra verser une taxe qu'on appelait auparavant la taxe OFII, l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui maintenant a été transférée au service de l'État. Donc, c'est la DGFiP hein, qui maintenant collecte cette taxe lorsque les entreprises font leur déclaration d'impôts et de TVA. Voilà, donc c'est une taxe dont le montant varie selon la rémunération et la durée du contrat.
mais il ne faut pas que ces entreprises-là oublient cette part, hein, de budget qui peut représenter quelques centaines à quelques milliers d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable, évidemment, quand on recrute un salarié étranger, de savoir qu'on a cette taxe à payer en complément, sachant qu'évidemment, on ne peut pas demander aux salariés de participer au paiement de cette taxe, ni de lui ponctionner sur le salaire, ni voilà. En cas Heureusement. de démission, il n'y a pas de système de dédit ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment à la charge de l'entreprise. Et parce que là, je me mets à la place, moi, tu sais, je suis un entrepreneur, et je sais que les entrepreneurs, à un moment, ils font: «Oui, mais globalement, là, je comprends, allez, je paye une plateforme, qui me permet de recruter à des alentours de 3 000 €. J'ai à peu près 1 000 € de frais d'accompagnement par un cabinet», hein, c'est une moyenne de ce que je comprends. Donc là, on est à 4 000 €, mais je Mhm. 1 000 € étant par personne, et les 3 000 avant, c'est pour, 4, 5, 6, 10 personnes. Et après cette taxe, ça peut représenter combien pour, notre exemple de notre soudeur? C'est quoi? C'est 200 €, 300 €? Ça peut être un petit peu plus, hein, si c'est un contrat à durée indéterminée, ça peut être un peu plus, je sais pas, 800 000 €, mais OK. Donc c'est voilà. à peu près 2 000 € en plus par personne, que l'entreprise va payer. Donc C'est ça. Et à cela peut s'ajouter le coût du visa en lui-même. C'est-à-dire que le coût d'un visa, généralement, c'est 99 €. Il y a des entreprises qui ont une politique d'intégration des talents étrangers très favorable et des entreprises qui acceptent finalement de financer le coût du visa en lui-même. Parfois, c'est le salarié qui le paye directement. Et une fois que le salarié est en France et qu'il convertit, hein, son visa en titre de séjour, là, à nouveau, il y a quelques centaines d'euros à payer. Donc, et normalement, c'est le salarié qui le paye individuellement. Donc, il y a quand même ce coût-là éventuellement en plus. Il y a des entreprises qui, par exemple, payent les billets d'avion, qui facilitent l'intégration des salariés pour la recherche du logement, l'aide à la recherche d'emploi pour le conjoint ou la conjointe. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de la politique de mobilité des entreprises. Ouais, puis ça, on le voit aussi, hein, en Amérique du Nord, c'est aussi une bonne façon de fidéliser son collaborateur, parce que plus il se sent encadré, plus il se sent accompagné, plus il se sent attendu, bah, Oui. plus c'est quelqu'un sur lequel on va pouvoir, envisager de garder la personne 4, 5, 6, 10 ans peut-être, même si avec les nouvelles générations, garder 10 ans, ça va devenir, comme un exploit, mais c'est normal, c'est comme ça. Je vois que le temps file, ça avance. Est-ce qu'il y a Oui. des choses, des risques? Est-ce qu'il y a des choses que on n'a peut-être pas abordé, parce que là, on parle de choses méga positives, hein, genre, facilité Oui. de recruter et autres, mais est-ce qu'il y a des risques? Alors, les risques, il y en a qui pèsent sur le candidat, il y en a d'autres qui pèsent sur l'entreprise. Pour le candidat qui viendrait en France, évidemment, sans avoir respecté ses formalités, il se retrouvera en situation irrégulière sur le territoire français avec le risque de se voir notifier une obligation de quitter le territoire, une interdiction de revenir en France, tout simplement. Donc ça, c'est le risque principal. Pour l'entreprise, les risques sont assez nombreux de recruter un talent étranger sans titre de séjour, sans autorisation de travail. On tombe dans le champ des sanctions pour travail dissimulé, embauche de travailleurs étrangers sans titre de séjour. Et là, il y a toute une flopée de sanctions financières, administratives, pénales qui sont édictées dans le Code du travail principalement et qui évidemment sont là pour inciter les entreprises à se mettre à être en compliance sur ces sujets-là. L'inspection du travail est particulièrement attentive lorsqu'elle fait des contrôles au suivi RH des travailleurs étrangers, et en particulier cette année, l'année prochaine, dans le contexte des Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France. Évidemment, il y a quand même, on le sait, un pic d'embauche des travailleurs étrangers dans ce contexte-là. Et beaucoup de mobilité de salariés étrangers en France, que ce soit en salariat ou en détachement. Et on sait que l'inspection du travail va être particulièrement vigilante au respect de ces règles. Donc oui, Et oui, c'est vrai que l'année prochaine, les Jeux olympiques vont amener une activité très, très, très forte. J'imagine que c'est déjà le cas dans le domaine de la construction, le bâtiment, oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à construire et autres. Donc oui, donc c'est aussi une belle opportunité. On le dit peut-être, aux chefs d'entreprise, aux DRH qui sont là, bah, vous avez besoin de recruter pour préparer, renforcer vos équipes, bah, le recrutement international. Puis aussi de dire aux candidats qui nous écoutent, parce qu'il y en aura sûrement qui vont écouter le live par la suite, qui vont dire, bah, si vous avez envie d'aller vous faire une expérience, Mhm. de quelques mois, quelques années, bah, il y a des possibilités,
d'aller faire ça pendant les jeux d'été. Et puis, bien sûr, y rester, pourquoi pas, genre si tout va bien, puis que les gens sont heureux, quoi. Exactement. Ça fait déjà bientôt 45 minutes. Je vais regarder, on va demander à Alicia, qui était avec nous, mais on va dire à regarder un peu ce que nous mentionnaient les candidats et les candidates, savoir s'il y a des questions. Alors, je vais poser la question à Alicia, ou je vais regarder si il y a. Alors, ok. Une question. Pensez-vous que les perspectives de travail à distance vont influencer le recrutement à l'international sur le long terme? Si oui, comment? Ça, c'est une bonne question. On en parlait au début. Oui, tout à fait. Le recrutement se fait également dans le cadre du télétravail, hein, ou de l'embauche dans des filiales étrangères de sociétés françaises. Là, il y a tout un panel de questions en fait à dérouler, hein. Il y a la question de la loi applicable au contrat de travail, c'est-à-dire est-ce que le contrat de travail est soumis au droit français ou à un droit étranger? Est-ce que le candidat va être affilié au régime français ou étranger de sécurité sociale? Quelle couverture santé complémentaire éventuellement l'employeur peut proposer? La fiscalité, est-ce que le salarié va rester résident fiscal de son pays d'origine ou pas? Et est-ce que l'entreprise française va, par l'embauche d'un candidat en télétravail à l'international, générer un risque de reconnaissance d'établissement stable au sens fiscal? Donc, il y a tout un panel de questions, hein, qui se posent dans le cadre du travail à distance. Mais oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment, surtout sur différents types de secteurs d'activité. C'est très varié et c'est certain que ça va impacter le recrutement international à long terme, oui. Et nous, on le voit, hein, on a eu un client en fin d'année dernière qui a recruté dans un processus de recrutement à l'international des gens, donc une personne qui était basée en France et deux autres personnes qui étaient basées en Tunisie dans le domaine de la finance, donc des comptables. Et il a commencé à les faire travailler déjà à distance. Alors qu'avant, c'est sûr qu'on n'envisageait même pas ça. Avant, on disait, si tu veux travailler, il va falloir que tu fasses, et puis tu vas venir, et puis une fois que tu auras tous tes visas, que tu seras sur place. Alors que là, on peut vraiment anticiper pas mal de choses. Donc, oui, c'est puis on le voit aussi, hein, de plus en plus de gens dans les entreprises veulent faire du télétravail ou du travail, du vacances, là où je ne sais plus trop comment le dire, où en fait, on part travailler toujours pour la même entreprise, mais dans un autre pays avec toutes les couvertures que ça va demander et les sécurités et autres. Oui, ça existe aussi en France, hein, le visa vacances-travail, mais il est très peu usité, hein, pour être honnête. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont en lien avec les différents sujets. Je repose encore la question et puis on va voir si Alicia avait d'autres questions. Sinon, c'est sûr que vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de cette entrevue. C'est sûr qu'on sait que beaucoup de gens repassent les lives par la suite. Et puis, Clarisse, on donne la possibilité aux gens qui veulent recevoir des informations de remplir le petit formulaire. Il y avait un lien qui était mis dans le chat, donc n'hésitez pas. Vous êtes intéressé d'avoir les informations et les coordonnées et puis connaître un peu plus le cabinet Majorel, écrivez-nous. On vous enverra une présentation et les coordonnées de Clarisse pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions et des questions spécifiques par rapport à ça. Clarisse, on peut déjà envisager de se revoir en début 2024. On parlait tout à l'heure peut-être de préparer ou participer à un salon de l'emploi ensemble. Nous, ça nous donnerait Exactement. l'occasion de venir en France et de faire une activité ensemble. Comment tu vois l'année 2024 au niveau recrutement international? Je la vois très, très positive, hein. Je pense que l'activité, clairement, enfin, les besoins vont exploser. Il y a, comme je te le disais en introduction, aussi la réforme de la loi immigration en France qui va certainement déboucher fin 2023, début 2024, avec une mise en application, hein, de cette nouvelle loi qui fait beaucoup débat aujourd'hui en France. Il y a les Jeux Olympiques qui vont générer aussi beaucoup de flux migratoires. Il y a beaucoup de sujets de détachement de salariés étrangers en France. Enfin, voilà, on sent que les frontières se sont réouvertes post-Covid et que la mobilité internationale des travailleurs est un sujet quotidien pour les DRH aujourd'hui en France.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Clarisse pour toutes ces informations Merci pour tout ton et puis accueil, c'est ça me sûr fait plaisir. qu'on se reparle très bientôt parce que, bah, comme tu dis, il y a plein de choses qui vont changer, il y a plein de nouvelles lois qui vont se mettre en place, pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre qui, on le rappelle, n'est pas uniquement française, mais internationale. On n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets, mais on sait qu'il y a plein de secteurs d'activité. Le domaine de la santé est touché, le domaine de l'hôtellerie-restauration est touché, Oui, le domaine moi, la dernière fois que je suis passé en France, ça m'a surpris, c'est de voir toutes ces entreprises avec des grandes banderoles à l'extérieur. On recrute des soudeurs, des chaudronniers, des poseurs. Donc, on sait que la France, comme plein d'endroits dans le monde, on manque de main-d'œuvre et il va y avoir encore beaucoup de choses à dire sur le recrutement international, les opportunités. Alors, merci beaucoup, Clarisse. merci. Merci à tous pour vos questions. Et À puis, on se bientôt. retrouve très bientôt. À bientôt, Clarisse. À bientôt. Au revoir.